Au sommaire de cette édition, un jeune Guinéen a été tué par balle lors de heurts survenus ce jeudi à Conakry, après la dispersion par les forces de l'ordre d'une nouvelle manifestation de masse. Les dirigeants du Nigeria, du Niger et du Bénin se sont réunis ce jeudi à Abuja pour parler de la fermeture partielle des frontières nigérianes, une mesure imposée depuis fin août par Abuja. Et puis des centaines de demandeurs d'asile sont entrés par la force dans les bureaux du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés à Pretoria pour demander leur transfert vers un autre pays. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Ama Amadou, principal opposant nigérien qui vit en exil depuis 3 ans, est rentré ce jeudi à Niamey. Il s'est directement rendu au cimetière musulman de Nyantala pour se recueillir sur la tombe de sa mère, décédée fin octobre. Dans un tweet, Omar Amidou Tiana, un proche de Ama Amadou et ex-ministre des Transports, qui a rejoint l'opposition, a annoncé être de retour à Niamey avec le président Ama Amadou. À son retour d'un premier exil, le 14 novembre 2015, l'ex-président de l'Assemblée nationale avait été arrêté dès sa descente d'avion, puis emprisonné. Ses partisans, qui comptaient lui réserver un accueil triomphal, s'étaient heurtés aux forces de l'ordre aux environs de l'aéroport. Un allié du président Mahamadou Issoufou, Ama Amadou avait quitté le Niger fin août 2014 après l'autorisation par les députés de son audition par la justice dans une affaire de trafic international de bébés qu'il a toujours qualifiée de cabale politique. Également ex-premier ministre, Ama Amadou était arrivé deuxième à la présidentielle de 2016 sans pouvoir faire campagne étant emprisonné. Les gendarmes et les policiers guinéens ont dispersé par la force une nouvelle manifestation de masse des opposants au président Alpha Condé à Conakry. Ceci 24 heures après un rapport accusateur sur leurs agissements répressifs. Un mois après le début d'une contestation qui a déjà fait une quinzaine de morts, des heurts ont à nouveau éclaté ce jeudi quand les manifestants ont tenté de dévier de l'itinéraire fixé par les autorités. Déployés en nombre le long du parcours, les forces de sécurité les ont repoussés à l'aide de moyens anti-émeutes et ont fait usage de gaz lacrymogène provoquant la débandade du cortège. Les accrochages se sont ensuite étendus à plusieurs quartiers périphériques qui résonnaient de détonations, apparemment des tirs de lacrymogène. Alpha Souleymane Diallo, un jeune homme de 19 ans, a été tué par balle lors de ces heurts. Un médecin de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne a confirmé qu'une personne y avait succombé à ses blessures par balle. Jour au jour, on pense que les autorités vont comprendre le message et ils vont se ranger du côté des populations qui sont de plus en plus déterminées aujourd'hui à barrer la route contre l'imposture qui est en train de s'installer dans notre pays. Et pour cette imposture, nous allons résister jusqu'à la dernière goutte de nos sangs. Le mouvement, ça devient de plus en plus fort et on est là pour ça. Et tout le monde est motivé pour sortir, pour dire non à Alpha Condé, pour dire non au gouvernement, pour la constitution guinéenne. C'est ça. Les incidents de ce jeudi sont survenus au lendemain de la publication de rapports d'Amnesty International indiquant que tous les voyants sont au rouge pour les droits humains à l'approche de la présidentielle. Le document dénonce l'usage excessif de la force, les interdictions de manifestations pacifiques, les arrestations massives et arbitraires, les cas de torture et l'impunité des forces de sécurité ces dernières années. À 81 ans, le président Alpha Condé, ancien opposant historique qui fut le premier président démocratiquement élu après des décennies de régime autoritaire et militaire, entretient le flou sur ses intentions mais a lancé en septembre dernier des consultations sur la Constitution. Pendant que le FPR est suspendu au Burkina Faso, au Bénin, le Parlement a adopté à l'unanimité un nouveau code électoral. Le document apporte plusieurs modifications, dont le parrainage des candidats à l'élection présidentielle de 2021. Mais cette nouvelle loi ne répond pas aux principales revendications de l'opposition, qui avait été exclue des dernières législatives. Le Bénin dispose désormais d'un nouveau code électoral. Un texte adopté ce jeudi à l'unanimité des 83 députés au Parlement.
Les nouvelles réformes introduites concernent l'organisation à l'avenir d'élections générales regroupant tous les scrutins, l'institution de mesures de discrimination positive au profit d'une meilleure représentativité des femmes au Parlement, la création d'un poste de vice-président, la mise en place de nouvelles listes électorales et la réforme de la commission électorale à partir de 2021. Autre innovation, le code électoral réduit à 50 millions de francs CFA la caution à payer par les candidats à l'élection présidentielle alors qu'elle était de 250 millions auparavant. Le nouveau code prévoit aussi que pour la validation de leur candidature, les futurs prétendants au poste de président et vice-président de la République doivent être parrainés par 10% de l'ensemble des députés et ou des maires. Le nombre de députés est porté de 83 à 109 sièges, dont 24 exclusivement réservés aux femmes. Toutefois, les conditions introduites en amont des élections législatives d'avril, notamment sur la délivrance des récépissés de reconnaissance des partis politiques, point d'achoppement qui avait exclu les partis d'opposition du dernier scrutin, restent inchangés. L'opposition béninoise n'a pas encore réagi publiquement au vote de la nouvelle loi, mais un militant du parti USL de l'opposant en exil, Sébastien Adiavon, a estimé que le nouveau code n'est en rien une avancée. Je l'annonçais en titre, les dirigeants du Nigeria, du Niger et du Bénin se sont réunis ce jeudi à Abuja. Cette rencontre vise à tenter de résoudre les problèmes de contrebande, de prolifération des armes légères, de trafic de drogue et d'autres activités illégales le long de leurs frontières. Plusieurs ministres du Bénin et du Niger se sont entretenus ce jeudi avec leurs homologues nigérians. C'est au sujet de la fermeture partielle des frontières qui a paralysé les échanges économiques entre les trois pays. Une mesure imposée depuis fin août par Abuja, officiellement pour lutter contre la contrebande et le trafic. Une mesure que le Nigeria dit vouloir prolonger jusqu'à fin janvier. Après 2 mois et demi de fermeture partielle, cette rencontre de haut niveau est la première du genre dans ce dossier préoccupant pour la sous-région. La réunion a délibéré sur la multitude de défis auxquels sont confrontés les trois pays, en particulier sur les questions de contrebande de biens et services qui ne sont pas approuvés dans le cadre des protocoles du système de libéralisation du commerce de la CEDEAO. Création d'une équipe conjointe de patrouille composée des services de police, des douanes, de l'immigration, de la marine et de la sécurité de l'État des trois pays. L'équipe de patrouille doit se mettre d'abord sur la modalité d'exécution de son opération et recommander une date pour l'ouverture des frontières. Les délégations du Bénin et du Niger ont demandé la réouverture immédiate des frontières nigérianes. En conclusion, les trois pays ont réaffirmé leur engagement à renforcer l'intégration économique et à lutter durablement contre la contrebande qui a des conséquences négatives sur les trois économies. Des centaines de demandeurs d'asile qui campaient devant les bureaux du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés à Pretoria pour demander leur transfert vers un autre pays sont entrés par la force dans les bureaux de l'agence. Entre 2007 et 2015, plus d'1 million de demandeurs d'asile sont officiellement arrivés en Afrique du Sud, l'un des rares pays au monde qui les autorise théoriquement à travailler, accéder à des soins gratuits et étudier pendant que leur dossier est épulché. Depuis le 8 octobre dernier, des étrangers occupent les trottoirs devant les bureaux du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés à Pretoria pour demander l'aide à l'agence afin de quitter l'Afrique du Sud. Ils disent ne plus se sentir en sécurité après une nouvelle vague de violences xénophobes qui a fait au moins 12 morts en septembre. Mercredi, la justice saisie par des riverains qui se plaignaient de nuisances leur a ordonné de quitter les lieux dans les 72 heures. Mais fatigués d'attendre, les demandeurs d'asile sont entrés par la force ce jeudi dans les bureaux de l'agence onusienne. Les manifestants disent qu'ils veulent une protection et demandent au HCR de les installer dans un pays plus sûr, a expliqué l'agence onusienne dans un communiqué, précisant avoir évacué sans incident son personnel du bâtiment. Nous sommes venus ici pour demander la protection du HCR, a témoigné une demandeuse d'asile originaire de la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas le choix parce que nous sommes la cible d'attaques xénophobes, a-t-elle ajouté.
Si la police essaie de nous évacuer, elle doit le faire dans des cercueils. Je préférerais mourir ici où le monde peut voir que le HCR et le gouvernement sud-africain sont réticents à nous aider, a-t-elle encore dit, estimant que les demandeurs d'asile étaient traités comme des animaux. Fin octobre au Cap, des centaines de demandeurs d'asile avaient été évacués manu militari d'un immeuble abritant les bureaux du HCR dans la ville. Lors de cette opération, une centaine d'étrangers avaient été interpellés avant d'être remis en liberté. On retrouve cette fois-ci Johannes Tawanou pour la revue de presse Afrique. Bonjour à chacun et à tous. Au menu de la revue de presse Afrique du jour, à l'actualité au Burkina Faso. Sidouaya affiche en manchette indépendance de la justice. Le Conseil supérieur de la magistrature note des avancées. La récente annonce du chef de l'État en lien avec les attaques terroristes est à retrouver en titre du même journal. Recrutement des volontaires de la défense, un projet mûri pour le ministre Ouseni Compaoré. L'Express du Faso, à présent, entretient vérité avec le maire Bourema Sanou. La malgouvernance au marché central de Bobo est d'origine politique. Autre titre, avec la même parution, politique nationale, Alassane Bala Sakandé dans les locaux de l'ADF RDA. Le quotidien, faux monnayage et vol avec agression, 2 réseaux dans les mailles de la police. Au Sénégal, les frasques financières s'installent à l'Assemblée, à en croire la presse. Le Témoin en parle en manchette, épinglé par l'ARMP à propos de la passation des marchés. L'Assemblée encore en flagrant délit de délinquance financière. Autre affaire toujours au Parlement, enquête de titré, trafic de faux billets de banque, Bougazeli dans la NAS. Même titre avec l'AS, rocambolesque affaire de faux billets, le député Bougazeli cueilli par la SR. Une invite au chef de l'État avec Sud Quotidien, promotion des libertés au Sénégal, Grand Prix Médée 2019, Macky appelé à faire mieux. Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, arrivé à ne plus interdire des manifestations ou des rassemblements. Sadiq Niasse, SG, Rado, il reste encore beaucoup de choses à faire. Au Cameroun, le Messager s'intéresse aux élections législatives et municipales, complot programmé contre les candidats. Entre chantage, marchandage des pièces et arnaque, la constitution des dossiers de candidature est un véritable chemin de croix pour les militants investis des partis de l'opposition. Le Tri-Hebdo le soir sur la même actualité, législative et municipale 2020, RDPC, le choix cornélien. Autre titre avec la même parution, révélation, les non-dits de la présence de Bolloré au Cameroun. Le Jour préfère parler d'insécurité dans le pays, zone à risque, les quartiers dangereux de la capitale. Des populations se sont installées dans des milieux à problème et vivent en permanence sous la menace d'une catastrophe. Mutation pour finir par la santé de Yaoundé à Lyon, l'incroyable histoire des bébés siamois. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.